Bonjour et bienvenue sur Nostro Milan, le podcast by Milan Actu sur l'actualité du plus grand club d'Italie. Après une année exceptionnelle conclue par un titre honorifique de champion d'automne, il est temps pour nos rossoneri de passer au conseil de classe de Milan Actu. Nous avons attribué donc à chacun des joueurs une note sur 20. Les joueurs seront classés de la moyenne la moins bonne, le bonnet d'âne, au major de promo qui a obtenu la meilleure moyenne. Pour m'aider à dresser ce bilan 2020, j'ai à mes côtés professeur Théo. Bonjour professeur. Professeur Adri. Salut les gars, bonjour à tous. Et enfin professeur Marco. Salut à tous. Voilà, on va rentrer vite dans le vif du sujet. Donc on a 21 places, on a 24 élèves dans notre classe, mais 21 places car certains ont la même moyenne. Je vais commencer avec le premier, Théo. Andrea Conti, 21e moyenne de Milan Actu la plus basse avec 6,7 sur 20. Comment résumer sa saison à notre Andrea Conti ? Un joueur qui laisse énormément de frustration. Que dire beaucoup de promesses du transfert d'Andrea Conti quand il était arrivé en provenance de l'Atalanta. C'était ce piston. On avait cette interrogation de savoir s'il était capable de jouer un peu plus bas. Il joue 18 matchs sur l'année civile, 16 en tant que titulaire. Si l'année dernière, la saison passée, il y avait une véritable concurrence avec Calabria, cette saison, le joueur formé à Milan a définitivement pris le dessus sur l'ancien de l'Atalanta. Il se contente de bout de match et clairement en dehors de ça, il a été capitaine lors de la dernière journée d'Europa League, ce qui je pense est peut-être sa plus belle action de sa carrière au Milan AC. Une carrière qui personnellement me laissera beaucoup de regrets parce que au-delà des blessures qu'il a pu avoir, c'était un joueur qui avait certainement un grand potentiel, qui me fait penser un peu au profil de Mattia Caldara, pas le même poste, mais la même déception, le prix, les blessures, le non-temps de jeu. Merci Andrea Conti pour les espoirs que tu nous as suscités. On est désolé pour les blessures. Et voilà, pour situer un peu son contexte, on parle d'un joueur dont la Fiorentina est intéressée. Il partira peut-être cet hiver ou cet été, mais voilà, on devrait en recevoir entre 8 et 10 millions. Merci Andrea Conti et bon vent. Mais tu es malgré tout dernier de ce classement. Calabria a vraiment pris l'ascendant sur Conti. Marco, maintenant il y a plus photo. C'est le jeune formé au club qui a vraiment pris l'avantage et qui est désormais meilleur. Ah oui, pour moi, il y a aucun doute là-dessus. Conti a totalement perdu sa place. Je suis d'ailleurs pour qu'il parte lors de ce mercato, car je pense qu'il a de la concurrence sur ce côté. On a aussi Dalot qui pourrait jouer à droite. On a Kaloulou, c'est son poste de prédilection. Il y a beaucoup trop de monde pour lui. Je l'excuse sur le fait qu'il a été blessé plusieurs fois. Ouais. À l'Atalanta, c'était pas réellement son poste. Il n'était pas défenseur droit, mais il jouait le rôle de piston sur la droite. Et donc, voilà, je pense que c'est un joueur qui, comme l'a dit Théo, suscitera beaucoup de regrets. Et je pense que malheureusement, l'histoire avec le Milan doit se finir pour lui. Très bien, on va passer à la 20e position pour Brésilien parti du côté de Lyon cet été. Lucas Paqueta obtient la note de 7,5 sur 20. Marco, voilà, parle-nous de la déception de Lucas Paqueta qui est parti cet été. Ça n'a vraiment pas marché. Comme tu dis, c'est une grande déception. On reste dans le domaine des regrets. Paqueta, c'est quelqu'un qui a un talent fou, c'est indéniable. On l'a vu, il a réussi à proposer quelque chose chez nous. Mais sur le long terme, il n'a pas du tout réussi à s'imposer. Et dans le système de Pioli, il n'a pas du tout réussi à prendre ses marques. Il a joué 13 matchs, seulement 5 en tant que titulaire. C'est un des joueurs qui a le plus petit ratio de points par match. On attendait beaucoup mieux de lui. Et même s'il a un gros talent, il n'a pas été exploitable chez nous. Et maintenant, il est du côté de Lyon. On voit qu'il arrive un peu à retrouver ses marques et les Lyonnais en sont fiers. Maintenant, il ne s'est pas imposé chez nous et il ne mérite donc pas la moyenne dans ce classement. Adri, je vais te ramener on va faire un throwback vers un Milan Spal l'année dernière, un peu le Paqueta Game, un match qui résume vraiment ce qu'a apporté Paqueta sur la saison, sur l'année 2020. Je le rappelle, c'est 2-2. Paqueta, je crois, c'est 38 frappes au but du côté de Milan. Paqueta a plus de la moitié des frappes de l'AC Milan et Paqueta n'est pas décisif, tout simplement. Fait les efforts, mais n'est pas récompensé. Voilà, ça n'a pas marché. 0 but, 0 passe D.
Qu'est-ce que tu en as retenu, toi? Bah ouais, beaucoup d'efforts. Tu l'as justement dit, beaucoup d'efforts pour au final pas grand-chose. Moi, ce que je retiens quand même pas mal, c'est son irrégularité, quand même pas mal. Par exemple, face à la Spal, il te sort un très très gros match pour le coup, même s'il bouffe un peu la feuille, on va pas se mentir. Mm. Et tu regardes les matchs d'après, c'est très très compliqué. Dans le match, il va avoir quelques fulgurances. Tu vois, il arrive à éliminer 2-3 joueurs d'un coup. Et puis il était fantomatique pardon, le reste du temps. Donc beaucoup de regrets aussi pour moi, parce que c'est un joueur que j'aimais beaucoup. Il avait montré de belles choses au début. Voilà, il est bien à Lyon, tant mieux pour lui. J'espère qu'il va réussir là-bas. Mais ouais, une grosse déception pour ma part aussi. Ouais. Très bien. C'est un joueur qui me fait un peu penser à Brahim Diaz dans son irrégularité. C'est un joueur qui, au bout de sur les 45 premières minutes, on est capable de savoir s'il va tenir le long du match. Soit des fois, il sort à la mi-temps face à la Roma. Oui. Je crois qu'il sort Il est face à la souvent mi-temps. sorti à la mi-temps, ouais. Et d'autres matchs, ouais, la Spal représente le meilleur Paqueta, je pense, qu'on a vu au Milan. C'est surtout un joueur qui, pour moi, a payé son poste de prédilection. On parle d'un numéro 10 pur et dur quand il arrive de Flamengo. Pioli l'a baladé à droite, à gauche, et globalement, c'était uniquement au poste de 10 où il apportait quelque chose. Le problème, c'est qu'on avait résolu un autre problème en passant au 4-2-3-1, c'était celui du bien-être d'Akan sur le terrain, et que je pense que pour préserver le Turc, Pioli avait rapidement compris qu'il était prioritaire par rapport aux Brésiliens. Si Akan est capable de s'adapter en jouant à gauche, ce n'était pas le cas de Paqueta qui était uniquement intéressant au poste de numéro 10. Mais comme vous l'avez très justement dit, Adrien et Guillaume, c'est qu'un seul but sur ces 2 saisons avec Milan. Beaucoup de regrets personnellement. Puis je pense aussi à l'état de nos caisses parce qu'au même titre que Piątek, c'est un joueur qui nous aura coûté très cher et qu'on a vendu que de moitié, si je ne dis pas de bêtises, à Lyon. Donc un coup raté pour les supporters et pour les caisses du club. Très bien. Et tu vas garder la main, Théo, pour nous parler du 19e, Rade Krunic, le super sub. Ouais, un super sub en demi-teinte. Même s'il aura joué quasiment 30 matchs avec nous sur cette année Séville, il en joue 29. Ça reste un joueur qui me déçoit parce que il a pas cette polyvalence et une gestion du stress que je trouve catastrophique. Pour les internautes qui nous regardent, on enregistre ce match juste après la victoire face à Benevento. Vous vous en souviendrez peut-être lors de la sortie de la vidéo, mais c'est un penalty qui concède avec très peu de lucidité, beaucoup d'impatience et d'un manque d'expérience froid. C'est pas la première fois que le Bosnien nous montre ce genre de choses. Je reste quand même convaincu que dans le 4-2-3-1, pour les 10-15 dernières minutes, à la place d'Akan, il est utile parce qu'il a quand même une projection offensive intéressante, mais il promet et il montre un meilleur repli défensif que le Turc. Le problème, c'est que ces 10-15 minutes réservées à un super sub, comme le disait Guillaume, sont de moins en moins là, non pas parce qu'il ne joue plus, mais parce qu'on a beaucoup de blessés au milieu de terrain et qu'il est donc titulaire maintenant. Titulaire par dépit, évidemment, il faut le préciser, mais voilà, sa titularisation ne m'a pas toujours porté à satisfaction. Et quand on voit l'aspect technique et la complémentarité qui est entre Kessie et Benasser, Rade Krunic fait un peu tâche dans ce milieu du Milan AC. Et pourtant, il est le 2e joueur ayant le meilleur ratio points par match de tout l'effectif avec, quand il est sur le terrain, 2,48 points par match. Marco, est-ce qu'on n'en attend pas trop de Krunic, étant donné qu'il est que 4e joueur dans la hiérarchie, ou au contraire, vu qu'on l'a eu, je le rappelais dans l'émission face à Benevento, on l'a eu pour 9 millions, on l'a acheté à 9 millions à Empoli. Est-ce qu'il justifie ces 9 millions? Enfin, est-ce qu'il répond à tes attentes? Pour moi, Krunic, c'est un morceau de scotch en fait. C'est-à-dire qu'on va le mettre quand on a des trous. Il est utile de temps en temps, mais à petite dose. C'est un joueur, on sait qu'il est limité techniquement. Il a beaucoup de difficultés dans ce Milan. Comme l'a dit Théo, il n'a pas grand-chose pour lui chez nous. Après, comme tu l'as rappelé, il ne nous a pas coûté très cher. Néanmoins, il peut être utile. Voilà, quand Akan en fin de match doit sortir et qu'on fait rentrer Krunic, ça apporte un poids. Il est grand, il peut récupérer des ballons de la tête et il est physique. Et en fin de match, ce genre de caractéristiques, ça peut être utile. Pour moi, il faut en fait un Krunic dans une équipe. Si on peut avoir un Krunic qui a des pieds, ça peut être plus utile. Je pense notamment à Pobega qui est un peu dans le même style. Donc pour moi, encore une fois, Krunic c'est un joueur qui doit finir la saison chez nous, mais qui par la suite n'a pas d'avenir chez nous et il vaut mieux s'orienter sur un joueur qu'on a déjà en fait et qui est Pobega.
Très bien. En 18e position, les amis, nous avons un Portugais. Tu vas nous en parler, Adri. Il s'agit de Diogo Dalot qui obtient la moyenne de 11 sur 20. Il est arrivé de près par United. Il est surtout titulaire en C3 où d'ailleurs il a disputé tous les matchs en Europa League. Au total, il a joué 11 matchs. Il a été titulaire 8 fois. Il a fait une très très grosse prestation face au Sparta Prague où il met un but, une passe décisive. C'est vrai qu'on s'est peut-être du coup un peu tous enflammés quand on l'a vu sur ce match. C'est vrai que beaucoup de supporters, mais moi le premier, j'étais en train de dire allez, il faudra peut-être le racheter pour après en tant que super sub ou autre. Et c'est vrai qu'en Serie A, on voit, il est beaucoup plus à la peine. Par exemple, face au Genoa, où les 2 buts viennent de son côté. Après, c'est pas du tout le même profil que Théo Hernandez, faut le souligner. Beaucoup moins rapide, beaucoup moins technique, moins agile aussi. Il monte beaucoup moins. Après, moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est que le peu de percées qu'il fait, comme on l'a précisé sur le podcast justement de tout à l'heure, il oublie de redescendre. C'est ça le problème. Donc, ouais, la note de 11 sur 20 pour moi est justifiée. C'est un bon remplaçant pour le coup. Ouais. Après, en tant que titulaire, c'est un peu compliqué parfois. Il y a un monde entre lui et Théo Hernandez, Théo. Donc, on a vu qu'on s'est séparé de Ricardo Rodriguez cet été pour 3 millions du côté du Torino pour prendre un Diogo Dalot qu'on n'a pas encore acheté puisqu'il est, il est prêté avec option d'achat. Mais je suis même pas sûr d'ailleurs qu'il y ait une option d'achat. C'est un prêt sec. Ouais, c'est un prêt sec. Ouais. Donc, il ne continuera pas du côté de Milan. Quelle est ton analyse sur les premières performances de Diogo Dalot, Théo? C'est un joueur dont il faut attendre plus. C'est un joueur qui, moi, m'avait étonné. Adrien disait très justement face au Sparta de Prague. Mais avec le recul, je me dis que les espaces et la manière de défendre très laxiste, qui laissait beaucoup de champ libre du Sparta, nous a peut-être donné une fausse impression. Dans un championnat en Serie A où la rigueur tactique est quand même de mise, où rares sont les équipes qui ne proposent pas de jeu, petite ou grosse équipe, on est obligé d'avoir cette rigueur tactique, cette science du positionnement, cet investissement qu'il faut respecter. Et si on se base encore sur ce qu'on a vu récemment face à Benevento, Dalot a proposé les mêmes appels et les mêmes intentions de jeu que Hernandez, mais de un, elles n'étaient pas suivies par l'effectif parce qu'elles n'étaient pas souvent pertinentes, et de deux, le retour défensif ne se faisait pas. C'est un joueur qui a plus déséquilibré notre côté gauche que de nous apporter un plus devant. Donc non, la clémence, on en aura encore. C'est un prêt sec, Adrien le disait très justement. Peut-être que cette pression en moins pour lui de l'option d'achat va lui permettre de changer son jeu et de s'adapter pour la deuxième partie de saison, parce que il sait que les cartes ne seront pas redistribuées en sa faveur. Il n'y a pas d'option d'achat. Milan l'a pris pour un contexte où Ricardo Rodriguez est parti au dernier moment. Après, voilà, si on regarde un peu ce qui se passe du côté du United, Luke Shaw revient bien. Aaron Wan-Bissaka est titulaire indiscutable. Peut-être que le Portugais doit aussi se remettre en question dans sa carrière et voilà, savoir ce qu'il veut réellement, jouer dans un club qui joue l'Europe, donc United ou Milan, ou redescendre un peu en niveau. Je ne sais pas trop. J'essaye de me projeter, mais c'est difficile pour le joueur tant qu'on a du mal à se satisfaire de ce qu'il fait actuellement. Pour le coup. Très bien. On va passer à la 17e position. Et là, je vais vous parler d'un joueur qui, à mon sens, a peut-être une note un peu basse, mais on va pouvoir en discuter. C'est Samu Castillero avec une note de 11,5 sur 20. Quand on parle de Castillero, c'est souvent négativement, tant quand il rentre en super sub ou pour aider ses partenaires, c'est souvent des entrées pas très flamboyantes. Et pourtant, il cumule quand même 6 buts et 7 passes décisives sur la saison, ce qui fait qu'il est décisif plus d'un match sur 3. Donc en fait, est-ce qu'on n'est pas trop dur avec Castillero? Moi, je pense qu'on l'est un peu. Faut regarder les matchs. Après, faut pas non plus juste regarder les stats, parce que les stats sont vraiment belles, et on peut se dire aussi que peut-être que si des dirigeants de clubs espagnols regardent juste les stats du Milan, ça pourrait nous suffire à obtenir 20-25 millions, parce que quand on voit qu'il comptabilise 26 titularisations pour 6 buts et 7 passes D, je le répète, c'est quand même pas mal. Et pourtant, il a du mal à me faire oublier Suso, parce qu'il a quand même un profil de jeu qui est assez similaire à l'Espagnol. Voilà, il part souvent proche de la ligne de touche pour repiquer et centrer pied gauche, mais il n'a pas la justesse technique de Jesus Suso. Donc voilà, mais je trouve quand même que de manière générale, on est un peu dur avec ce joueur
qui donne vraiment et qui mouille le maillot. Après, il a un gabarit qui est très frêle, qui ne lui permet pas non plus de faire la différence comme peut le faire Ante Rebic sur le côté gauche. Donc, il a commencé l'année titulaire après le départ de Suso. Et puis, peu à peu, la balance s'est inversée avec Alexis Saelemaekers, notamment en plein milieu du restart, où suite à une blessure de Castillero, Saelemaekers a complètement pris l'ascendant. Et le travail défensif du Belge a vraiment aidé Calabria et permis du coup à choper la place de titulaire de Castillero, qui maintenant se contente vraiment de jouer l'Europa League. Sommes-nous trop durs du coup avec Castillero, Marco? Tu penses que c'est justifié ce 11,5? Je pense qu'on a été assez dur, en effet, parce que certes, sur la fin d'année, il a eu une baisse de régime. Il a eu du mal à revenir après sa blessure. Le mental a peut-être joué, il a perdu sa place au profit de Saelemaekers. Mais dans le fond, ça reste un joueur qui peut nous être utile. Le faire rentrer permet parfois de garder la balle devant. On est souvent en fin de match en difficulté, on a besoin de garder le ballon. Et le faire rentrer est parfois utile. Il est techniquement bon. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'il s'est de plus en plus orienté vers un jeu stéréotypé. Il me rappelle de plus en plus le Suso des derniers temps, celui qui n'avait plus réellement sa place chez nous. Et j'ai l'impression qu'il il s'est enlisé un peu dans un jeu stéréotypé et il a du mal à en sortir. C'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'il a perdu sa place. Il ne faisait pas les efforts que fait Saelemaekers. Et donc, pour moi, même si sa moyenne est un peu basse, je pense, pour ses prestations, il n'y a pas photo. Saelemaekers mérite amplement sa place de titulaire. Très bien, on va passer du coup, et là je vais te donner la parole aussi Marco pour un joueur que je sais que tu apprécies beaucoup, c'est notre 16e position, c'est Giacomo Bonaventura qui obtient la note de 12,3. Alors ça me fait un peu mal de le voir aussi bas d'un certain côté, mais bon, on sait que Jack n'est plus celui des grandes années, hein. Il est mine de rien sur sa fin de carrière je pense, mais fidèle à lui-même, cette année il s'est battu pour nous. Il a aidé à l'image de son entrée contre la Samp, par exemple, où il délivre une passe décisive en fin de match. À chaque fois qu'il rentrait sur le terrain, au moins il mouillait le maillot. Pour moi, ça restera un fervent fidèle du club. Et même s'il n'avait plus le niveau d'antan, il se donnait, il était combatif. Et honnêtement, c'est tout ce que je lui aurais demandé. Il a fait 22 matchs, 9 titularisations, 2 buts et 5 passes décisives. C'est des stats qui sont très honnêtes, même, oui, honnêtement. Mais bon, voilà, c'est un joueur qui, malheureusement, n'avait plus sa place chez nous sur le long terme et dans le nouveau projet. Mais voilà, ça restera un grand serviteur du club et on peut le remercier pour cela. Adri, quand on voit les prestations de Krunic et finalement avec les blessures de Benacer, la suspension de Tonali, est-ce qu'on n'en est pas à regretter peut-être un départ je vois Théo hocher la tête, on aura peut-être son avis aussi derrière. Mais Adri, est-ce qu'on n'en est pas à regretter un départ Bonaventura qui est parti libre pour la Fiorentina? Pardon, moi un petit peu quand même, sachant qu'après j'ai peur de ne pas être très, très objectif parce que c'est un joueur que j'aimais énormément. Bonaventura, forcément quand tu vois les blessures là de Benacer, le niveau de Krunic, choses comme ça, c'est vrai que Bonaventura, en tant que super sub, forcément, moi je l'aurais gardé tous les jours. Après, c'est vrai que malheureusement, comme tu dis tout à l'heure, Marco, c'est vrai que c'était plus Bonaventura qu'on a eu à une certaine époque dans notre bande Terrera, à une certaine période où c'était notre petit rayon de soleil. Donc, non, ça a été gâché par les blessures. Face à l'Udinese, il a une sale blessure, il a eu du mal à revenir, choses comme ça. Même le Bonaventura, on va dire, à la fin de Milan, je l'aurais gardé vraiment en tant que super sub. Sachant que lui, il me semble qu'il voulait en plus rester à Milan. Oui, tout à fait. C'est la direction qui n'a pas proposé de contrat, si je dis pas de bêtises. Théo, je t'ai vu hocher la tête, c'est peut-être parce que, oui, je t'ai souligné, Bonaventura est loin d'être un double pivot. Donc, dans une rotation double pivot, il n'avait peut-être pas sa place, mais peut-être que pour dépanner sur 1 ou 2 matchs, ça aurait pu le faire. T'en penses quoi? Ouais, il aurait pu dépanner couleur gauche, il aurait pu dépanner en 10 ou même en double pivot, reculer un peu. Adrien disait très justement que de regrets. Un joueur qui a joué 6 ans sous nos couleurs. Moi, c'est cette saison 2018-2019 où il revient bien de sa blessure au genou et il se blesse en tout début de saison. Il fait que 8 matchs, 8 ou 9. C'est là où j'ai senti qu'il y avait une cassure. Le retour sur la saison passée n'était plus le même. Mais non, Bonaventura est un joueur qu'on peut que porter dans notre cœur quand on est supporter milanais.
qui nous a apporté énormément, qui avait une grinta, qui avait un art de jouer qui était très beau à voir. Après, voilà, le contexte pour lui de ne pas être prolongé, je le comprends un peu de la part de la direction milanaise. Il y a 2 grosses rechutes de Bonaventura, des rechutes à un moment où Milan en avait besoin de lui et où il était très difficile de se relever à l'époque sans l'aide du joueur formé à l'Atalanta. Donc, un peu déçu forcément qu'il ne prolonge pas, mais d'un autre côté, il a 31 ans. Je vois difficilement Milan proposer un contrat d'1 ou 2 ans à un joueur de ce profil-là quand il a joué 6 ans chez nous. Ça aurait du coup insinué un nouveau contrat d'une longue durée avec un joueur qui s'est déjà blessé 2 fois chez nous. Je me mets un peu à la place de la direction milanaise et avoir peur de récupérer ce profil qui se blesse très vite peut aussi rendre une direction un peu frileuse pour acheter ce genre de joueur. Juste au-dessus de Bonaventura, on a Brahim Diaz, 15e, avec 12,5 de moyenne. Théo, tu vas nous en parler. Il est un peu rentré dans le rang, non, sur la fin de l'année 2020? C'est un joueur qui a disputé 16 matchs avec nous. On peut en attendre beaucoup, je pense, à juste titre. Il est dans la première expérience de sa carrière où il a des responsabilités, un temps de jeu conséquent. C'est un joueur qui a fait des allers-retours un peu trop rapidement à mes yeux entre Manchester City et le Real, peut-être par impatience. On sait que beaucoup de jeunes joueurs aiment avoir une importance et du temps de jeu assez rapidement. Maintenant, j'aime bien ce qu'il nous propose pour l'instant, Brahim Diaz. Contrairement à des joueurs comme Paqueta ou Souzo, il est capable de jouer à plusieurs postes. Sur les 16 matchs qu'il joue, il met 4 buts, donc décisif une fois tous les 4 matchs. Maintenant, voilà, on attend plus de lui. J'en parlais en début d'émission à l'image de Paqueta. Quand il n'est pas bon, ça se voit très vite et il dépasse rarement les 45 minutes de temps de jeu. Donc à lui de s'asseoir en termes de régularité. On l'a vu dans les choix du coach. Aujourd'hui, Sandro Tonali prend un rouge, c'est Brahim Diaz qui en fait les frais. Peut-être pas à cause de sa performance, parce que sur les 30 premières minutes, il est bon, mais sur l'avis et les récentes performances qu'il a alignées, Pioli se dit que voilà, l'intérêt, si jamais on est réduit dans des situations comme ça, de faire sortir un joueur, c'est peut-être pas la polyvalence de Rebic, c'est peut-être pas la puissance de Leao, mais c'est peut-être le Brahim Diaz un petit peu plus irrégulier. Donc à lui de s'affirmer dans son jeu. J'espère qu'il sera encore avec nous la saison prochaine. Et non, voilà, une saison, je pense, clé dans sa carrière. C'est la première où il a autant de responsabilités et où il est surtout installé confortablement à un club. Tout à fait, tu as raison de souligner sur les nouvelles responsabilités de Brahim Diaz. En 14e position, nous avons Sandro Tonali avec la moyenne de 13/20. Tu vas nous en parler, Adri. C'est une recrue qui était très, très attendue par les tifosi milanais. À la base, il était plus proche de l'Inter que du Milan une période. Au final, il s'est engagé avec nous. C'est 18 matchs joués, 13 en tant que titulaire. Il a eu des débuts compliqués un peu, Tonali, j'ai trouvé pour le coup. Il n'a pas encore été décisif, que ce soit en termes de but ou de passe décisive. Mais si on regarde vraiment son jeu, il nous montre quand même de belles choses. Il faut pas oublier que ça fait que 17 matchs qu'il est. 18 matchs pardon, qu'il a été titulaire. C'est vrai que c'est dur quand même de changer pour un Benacer ou un Kessié quand on voit ce que les deux nous proposent. Il est de mieux en mieux depuis quelques matchs, que ce soit déjà je crois qu'il n'a pas perdu. Ouais, voilà, c'est le joueur qui perd le moins de ballons par match. Tonali, faut pas l'oublier. C'est vrai que par contre, ce qui fait un peu tâche, c'est son match d'aujourd'hui face à Benevento, où il est passé complètement à travers de son bout de match, justement avec l'expulsion. Donc c'est une option d'achat que Milan possède sur le joueur. Il y a de belles choses à voir avec Tonali, même s'il y a eu des petits débuts un peu compliqués, un match compliqué face à Benevento. Moi personnellement, je ne me fais pas trop de soucis par rapport à lui. On voit qu'il a du potentiel. Donc voilà, c'est très sur 20 par rapport à ce qu'il nous montre. Voilà, des encouragements pour ce joueur. Marco Tonali, alors je l'ai vu cette semaine des comptes Twitter fans de l'Inter Juve parler de Tonali comme un flop, se tirer la bourre avec un Chiesa pour utiliser ce terme de flop. Je pense que voilà, c'est du chambrage et qu'on est loin d'un flop pour Tonali, mais c'est vrai qu'il y a des débuts assez poussifs et puis peut-être que ça va devenir un diesel, non? Qu'est-ce que tu en penses? Franchement, je pense que moi, c'est un joueur dont je rêvais. Sa venue était pour moi l'arrivée du Messi. Franchement, c'est le symbole d'un renouveau parce que c'est un jeune très prometteur qui est symbole d'avenir, aussi bien pour le Milan que pour la Squadra Azzurra. Et franchement, j'ai beaucoup d'espoir en lui. Il a eu des difficultés au début, c'est clair, c'est net.
Mais voilà, comme on dit, il est extrêmement jeune. Et plus il joue, plus il semble prendre ses marques. Ouais. Et je pense qu'il suffit de lui laisser du temps. On va lui laisser du temps. Pour moi, on ne peut pas du tout parler de flop, hein. C'est un joueur qui… Beaucoup de tuteurs de l'instant quand même pour déterminer qu'un joueur, que l'Italie s'arrachait en 17 matchs sur un flop. On rappelle qu'il devait signer à l'Inter jusqu'au dernier moment. Massimo Cellino l'avait annoncé. Il vient à Milan au dernier moment. Je pense que la culture de l'instant prend un peu le dessus dans ce genre d'analyse. Oui, exactement. Quand on le regardait à Brescia, il était excellent. Je veux dire, il n'y avait aucun débat. Et pourtant, il était entouré d'une équipe très moyenne. Pour moi, chez nous, C'est pas. il peut vraiment trouver une place importante et il lui faut juste du temps. On va lui laisser du temps et voilà, des encouragements. Et pour moi, c'est un joueur qui, dans 2-3 années, sera un de nos joueurs phares. Théo, toi, je sais que tu suis de très près le PSG. Est-ce que c'est un joueur qu'on peut comparer un peu à un Marco Verratti dans le style de jeu, Tonali? On sait que voilà, là, le rouge qu'il a pris face à Benevento était un peu une erreur de jeunesse, j'ai envie de dire. Il s'est un peu fait avoir. On sait que Marco Verratti prenait beaucoup de jaunes et sortait très vite de ses matchs. Et c'est un peu ce profil-là de joueur un peu hargneux sur le terrain, mais pétri de talent. Je pense que Tonali a un petit plus par rapport à Verratti. Actuellement, évidemment, que le Parisien est au-dessus en termes de talent, mais Tonali a certes cet impact défensif, mais c'est surtout de un très bon tireur de coup franc, et de deux, il y a une frappe qui est dévastatrice. Après, Marco parlait d'adaptation, c'est très juste. Tonali était devenu le meilleur milieu de Brescia en à peine une saison et demie. Dans le 4-3-1-2 de l'ancien promu, c'était la pointe basse du milieu qui se projetait le plus souvent vers l'attaque, qui avait une projection offensive très intéressante, qui était puissant derrière, tireur de coups francs. Et quand il faut distiller des passes décisives à Torre Grossa et Florent Hayet, c'est quand même pas la même chose que distiller des passes décisives à Zlatan. Donc je pense qu'à Milan, il va évidemment plus s'épanouir qu'à Brescia. Après, voilà, c'était un joueur qui allait partir. Dans tous les cas, Massimo Cellino l'avait annoncé dès le début de saison, c'était impossible pour lui de retenir un joueur plus longtemps de ce calibre-là dans son petit club. L'Inter avait mis la main sur le dossier très rapidement et Sandro Tonali nous a rappelé que les rêves existaient encore et que quand on commande un maillot du Père Noël, un maillot du Milan AC au Père Noël à 11 ans, le porter sur un terrain 9 ans après, c'est quand même très beau. Donc rien que pour cette histoire féerique, je lui souhaite de réussir chez nous et bien sûr, il faut de la clémence et de la patience. On ne peut attendre que ça d'un joueur avec autant de talent. Très bien. Un joueur aussi qui a connu une histoire féerique, on peut le dire, c'est Jans Peter Hauge qui est 13e avec une moyenne de 13,2. Marco, des débuts de rêve, une histoire un peu qui ferait frémir les réalisateurs de cinéma hollywoodien quand on sait qu'il a affronté le Milan et que 2 jours après, il portait notre maillot. Que retenir de son arrivée à Milan? Est-ce que c'est prometteur? Pour moi, en un mot, je dirais décisif. C'est un joueur qui, dès ses débuts, a su marquer, a su attirer les regards de tout le monde. C'est un transfert qui m'a comblé. Il est bon, il est prometteur, il a une bonne mentalité. Et comme on le voit, il est décisif toutes les 69 minutes en Ligue Europa. C'est faux. Mais justement, attention, pour moi, voilà le problème. Il a joué majoritairement dans cette compétition. Et on a vu parfois qu'il avait des difficultés en Serie A. Dès que le niveau des défenseurs montait un peu, dès qu'on avait des défenseurs un peu plus physiques, il avait du mal. On ne sait pas s'il était un peu timide, mais il ne tentait pas autant que ce qu'il tentait en Europa League. Ouais. Donc ça se complique pour lui en Serie A. Après, je pense que évidemment, c'est un joueur qui a du talent, hein. Il a joué depuis bien longtemps avec les espoirs norvégiens. Indéniablement, pour moi, on doit le garder. C'est quelqu'un qui va performer. Mais il doit encore s'améliorer. Encore une fois, on va partir sur des encouragements. Il doit se renforcer aussi bien physiquement que savoir prendre un peu de la fougue, comprendre le championnat et être un peu plus vicelard. Très bien. Adri, toi, ton sentiment sur le joueur norvégien? C'est un joueur que j'aime beaucoup, d'autant plus qu'on ne l'a pas acheté beaucoup. C'est quoi, c'est 4-5 millions, il me semble. Ouais, Si j'ai c'est pas de 2-3 millions même, je crois. 3 chocs à pic et 2 tickets resto, valables uniquement à Flunch le mardi midi. Pour Donc, les modalités après, exactes. c'est vrai qu'en Europa League, comme tu l'as dit, Marco, c'est vrai que forcément le niveau des défenseurs est peut-être un peu moins élevé par rapport en Serie A. Après, c'est vrai qu'il a marqué un beau but face à Naples. Oui, c'était face à Naples, c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, quelque chose, hein. Ce joueur très dynamique,
C'est vrai que sur un coup de rein, il peut dépasser un ou plusieurs défenseurs. Après, voilà, c'est vrai que Manolas et Koulibaly peuvent en témoigner de ça. Il y en a c'est un des ça. deux, il attend un don de greffe, et l'autre, il a arrêté, il marche plus droit. Donc non, après, par contre, c'est vrai que c'est un joueur qui a besoin d'espace pour faire son jeu, j'ai l'impression. Donc voilà, j'espère qu'il ne va pas trop se limiter à ça. Donc non, comme disait Marco, des encouragements aussi pour Jens-Peter Hauge. Donc voilà. Très bien. En 12e position, on a un jeune formé au club, c'est Matteo Gabbia, avec un seul dixième devant Jens Peter Hauge. Il obtient la note de 13,3 Gabbia, avec 18 matchs joués, dont 15 titularisations pour pallier à la blessure de Romagnoli. Je trouve qu'il a vraiment assuré aux côtés de Kier, qui l'a vraiment très bien encadré. Et du coup, des débuts prometteurs, c'est notre porte-bonheur, Gabbia. Car sur les 18 matchs joués, il a connu 0 défaite, 18 premiers matchs en carrière, donc il n'a jamais perdu un match en professionnel. Donc 50% de clean sheet en Serie A cette saison également pour Matteo Gabbia. Donc sans être incroyable, je trouve qu'il fait le taf, parfois un peu frêle, parfois pas très rassurant, mais ça on peut lui mettre au crédit de sa jeunesse. Je trouve qu'à ce poste-là de défenseur centre, qui est loin d'être facile, qui est un poste qui demande quand même beaucoup d'expérience, je trouve qu'il a été lancé assez vite dans le grand bain et il s'est très vite adapté au niveau de jeu de la Serie A. Donc chapeau, je trouve là c'est vraiment des encouragements. Et la bataille avec Kaloulou est vraiment belle en fait, parce que du coup on était parti sur un Gabbia troisième dans la hiérarchie, puis Kaloulou a fait vraiment de beaux débuts avec Milan. Donc c'est plaisant, non Théo, de voir qu'on a deux beaux joueurs, en tout cas deux belles solutions pour pallier à une possible blessure de Kier ou de Romagnoli. Ouais, t'en parles très justement. La hiérarchie mise en place par la direction milanaise a permis à Gabbia de bénéficier rapidement du temps de jeu. J'aurais été déçu, pour être honnête avec vous, de voir un Musacchio ou Duarte prioritaire. Duarte est en instance de départ. Musacchio, le lien s'est rompu depuis qu'il a refusé de rentrer en jeu à la place de Kier la saison passée. Donc non, c'était un peu beaucoup de facteurs et de chance pour qu'on voit Gabbia cette saison. On aurait préféré le voir sous un autre contexte, c'est comme Kaloulou. Malheureusement, il apparaît suite à des blessures des titulaires habituels, mais ce n'est pas pour autant qu'il nous a déçus. Maintenant, voilà, il va tranquillement faire ses gammes avec nous. Et puis, je pense qu'il se souviendra aussi que voilà, sur les 18 ou 19 premiers matchs de sa carrière avec Milan, il était titulaire dans un Milan leader de Serie A et qu'il aura eu une belle première série de matchs sans défaite. Très bien. Et ben juste au-dessus de lui, du coup, on a en 11e position Pierre Kaloulou avec une note de 14/20. Tu vas nous en parler, Adri. 6 matchs joués, 4 titulaires. Il est rentré en cours de jeu face à Parme pour son premier match face à Parme, du coup, pour Gabbia qui est sorti sur blessure. À la base, il ne devait pas jouer tout de suite. À la base des bases, c'est vrai qu'il a montré de belles choses en tant que défenseur. Il a eu un peu des moments compliqués, on va dire, sur ses 2 premiers matchs, des erreurs qui ont emmené des buts. Et pourtant, il montre de belles choses, comme je disais. Il dégage une certaine, je trouve, sérénité. Je trouve que pour un défenseur central, il est assez agile pour le coup. À plusieurs reprises, il s'est retrouvé en 1 contre 1. Il a réussi à éliminer un attaquant. Donc non, il montre de belles choses. Face au Genoa, il a mis le but égalisateur en toute fin de match. Même s'il y a des erreurs, comme j'ai dit, il y a beaucoup de bonnes choses à retenir. Donc non, Kaloulou, en plus, il est arrivé librement de Lyon. Il était sans contrat. Donc non, Il n'a pas passé l'étape des pros avec Lyon. Ouais, donc je pense qu'il va montrer de belles choses à Milan. Donc non, il va montrer de belles choses à Milan, j'en suis persuadé. Très bien. Meilleur défenseur central dans 4 des 5 matchs qu'il a disputés. Il a obtenu une meilleure note sur SofaScore, d'après SofaScore, que Romagnoli sur les 4 matchs qu'il a disputés avec lui. Marco, quand on voit, voilà, on a vu le début de saison où il n'était pas du tout dans les plans de Pioli. Il lui préférait notamment Conti en défenseur droit. Et puis, suite à la blessure de Romagnoli, le Covid de Gabbia, c'est dans ce contexte-là en fait qu'il rentre dans les plans au poste de défenseur central et que très vite, en fait, on l'a vu notamment face à Benevento, c'est lui qui remplace Kier en fin de match et non pas Gabbia. Preuve que là, pour l'instant, il est en train de gagner cette bataille pour la 3e place. Je suis agréablement surpris de Kaloulou.
Je ne suis pas sûr qu'il ait totalement gagné sa place car il reste très jeune, il fait encore des erreurs, comme l'a souligné Adrien. Il a encore des erreurs de jeunesse et c'est normal. Pour moi, on va devoir le faire grandir, mais doucement, sans trop vite le jeter dans le grand bain pour autant. Après, il dégage quelque chose, c'est clair. Il a un style assez atypique. Quand il récupère le ballon défensivement, il se projette directement vers l'avant. Il n'hésite pas à créer un potentiel contre. Honnêtement, c'est un gros atout, je pense qu'on a là. Néanmoins, je me demande si on n'a pas été de très bons professeurs, de très gentils professeurs pour le mettre à 14 de moyenne. Ouais. Car bon, il n'a pas encore beaucoup joué, il n'a pas encore beaucoup prouvé. Et je veux voir ce que ça donne à long terme. Je crois en lui, mais je demande plus de preuves, on va dire. Parfait. En 11e position, donc à égalité avec Kaloulou, nous avons un autre défenseur centre, El Capitano Alessio Romagnoli. Ouais, exact. On retrouve le capitaine actuel de notre effectif à cette position, qui a connu forcément, on va dire, un peu moins de temps de jeu. Ça nous aurait été ça aurait été une gestion qui était assez compliquée. Elle nous aurait permis de voir Gabia et Kalou un peu plus au premier plan, mais pour le rappel, Sassuolo perd face à Milan la saison passée lors du restart. Milan s'assure la qualification en Europe. Pioli est prolongé dans la foulée. Fin de la possible arrivée de Ranić. Et Alessio Romagnoli se blesse ce jour-là. Beaucoup de nouvelles en une soirée pour Milan. Mais voilà, la conséquence directe, c'est qu'Alessio Romagnoli s'est remis très lentement, mais sûrement de sa blessure au mollet. Il est réapparu dans un match, pas le plus évident, parce qu'il est revenu le 17 octobre pour le derby face à l'Inter, derby qu'on remporte. Donc non, c'est un retour progressif aux affaires pour notre capitaine habituel, qui a été la cible de beaucoup de critiques sur son retour. Des critiques qui étaient constructives parfois ou non. La moralité de cette histoire, c'est que voilà, un retour d'une blessure comme ça, c'est toujours difficile. Surtout que voilà, c'est plus Romagnoli, pour la première fois depuis un bon bout de temps, et je crois depuis son histoire milanaise, n'est plus le meilleur défenseur de la charnière centrale. Simon Kjær qui est largement au-dessus et c'est indiscutable. Et malgré ça, il conserve le brassard parce que c'est la tradition au Milan, le joueur le plus ancien sur le terrain débute avec le brassard. Donc c'est un contexte un peu particulier, je pense, pour celui qui supporte la Lazio au fond de lui, parce que il est pour la première fois moins fort et c'est pas une critique. Simon Kjær, personne ne s'attendait à le voir à ce niveau-là quand il arrive chez nous en janvier dernier. Donc voilà, c'est un profil à gérer. Il reste le capitaine, le deuxième joueur de notre hiérarchie. Il va laisser un peu de temps de jeu parfois sur les 10 ou 15 dernières minutes pour Gabia ou Kalulu. Mais voilà, il va revenir tranquillement. Et il commence à récupérer bien de son niveau, ça commence à être de plus en plus intéressant. Et ce soir, encore avec Kjær, il fait un très bon match. Adri, et on a, je pense, là, lui aussi, comme un peu Cassero, on a été dur avec lui lorsqu'il s'est mal remis de sa blessure, on peut dire, parce qu'il a vraiment eu un retour poussif. Mais Romagnoli, on s'est peut-être trop habitué au fait qu'il soit excellent. Voilà, peut-être moins décisif qu'un Donnarumma, parce que c'est Donnarumma qui fait les interventions, moins décisif qu'un Ibrahimovic, mais Romagnoli, ça fait combien de saisons qu'il tire la baraque à lui tout seul avec des Palettada avec lui, avec des Gustavo Gomez, avec des Musacchio, et franchement on l'a pas assez souligné. Et c'est vrai qu'avant sa blessure il était lui-même, il faisait les choses très bien, il tenait la baraque, on avait une association avec Kjær qui était fantastique. Et puis cette blessure arrive, il revient progressivement, tu l'as dit, face à l'Inter et en début de saison, mais on a l'impression que ce n'est pas le Romagnoli qu'on connaît. Et là, on commence à s'enflammer, à sortir les critiques. Et tu penses qu'on a été trop dur avec lui ? Le problème, et c'est ça qui est malheureux, c'est que beaucoup de gens ont une culture de l'instant. En fait. Ouais. Quand tu vois que tu l'as vraiment justement souligné, quand il avait des Gustavo Gomez, des joueurs comme ça, c'est lui qui tenait la baraque à lui tout seul. Forcément, le gars, il a une blessure grave quand même au mollet. Forcément, quand il va revenir, ça va être plus compliqué. Et d'autant plus que le premier match où il revient, c'est l'Inter. Il y a plus facile pour revenir d'une telle blessure. D'une telle blessure, donc je recommence ou... Non, d'une telle blessure. D'une telle blessure, donc non, il revient bien, et même très très bien. La preuve, il a fait un clean sheet ce soir avec Simon Kjær. Donc non, je ne me fais pas de problème pour lui, il revient très très bien. Donc voilà, c'est juste de ne pas avoir une culture de l'instant comme malheureusement pas mal de gens l'ont. Et il est respecté, il est respecté par ses pairs. Personne lui demande le brassard de capitaine. On avait vu lors de
lors de sa blessure. Le premier message qui avait été envoyé, c'était Donnarumma qui disait reviens capitano. Ibrahimovic est vraiment à sa place et n'a pas fait de demande déplacée auprès de la direction pour obtenir le brassard. C'est le capitaine, il est respecté par toute l'équipe, même si sur le terrain on peut voir des Donnarumma, des Ibrahimovic un peu plus remuants, qui parlent un peu plus, mais au sein du vestiaire, Romagnoli est à sa place. Voilà les gars, c'est avec le capitaine que l'on va conclure la première partie de ce conseil de classe. Nous avons donc fait les places 21 à 11 et on se retrouve demain pour la suite du classement avec un dernier joueur 11e à égalité avec Kalulu et Romagnoli, puis nous aborderons le top 10. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes d'accord avec les notes attribuées par Milan Actu. Comme d'habitude, abonnez-vous, laissez un pouce bleu et activez la cloche des notifications pour ne pas louper la deuxième partie de l'émission. Forza Milan, ciao!